Quand vous avez les moyens et le talent de faire un personnage en effet numérique comme celui-ci, eh bien vous savez qu'il sera inoubliable. Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après leur mésaventure dans le premier film, nos personnages préférés sont condamnés à mort pour avoir collaboré avec Jack Sparrow. C'est pour cela qu'ils sont obligés de retrouver le coffre maudit qui les mènera à de bien nouveaux problèmes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai la semaine dernière fait ma critique du premier Pirates des Caraïbes, donc allez voir cette vidéo là avant de regarder celle-ci, parce que je vais essayer de pas me répéter sur certains points que j'ai déjà abordés là-bas. On finira la trilogie, mais je ne sais pas si je ferai l'épisode 4 et 5 parce que j'ai juste pas envie de revoir ces films, mais on verra bien. En tout cas, Pirates des Caraïbes, premier du nom, était un vrai succès au box-office qui avait ramené presque 700 millions de dollars au box-office mondial. C'était un succès assez inattendu, mais les suites, elles, étaient bien plus attendues par les spectateurs et elles ont toutes les deux rapporté au moins 1 milliard de dollars. Et on voit bien que Disney ont mis l'argent pour cette suite parce que niveau effets spéciaux, niveau décor, ça explose complètement le premier film. Juste les effets spéciaux concernant The Flying Dutchman, ou je crois l'Hollandais volant en français, explose tout ce qui a été fait auparavant dans le monde des effets spéciaux. Les personnages en effet numérique uniquement, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Le plus connu était évidemment Gollum et King Kong, interprétés par la même personne, mais c'est vrai que là on retrouve Davy Jones et son équipage. Et niveau effets spéciaux, on voit que c'est ultra impressionnant. Mais niveau décor, ils se sont fait plaisir avec deux contrastes bien différents. D'un côté, des décors plus lugubres, plus sombres, plus magiques, comme le vaisseau de Flying Dutchman ou une certaine cabane d'un certain personnage, et de l'autre côté des décors beaucoup plus vastes et colorés comme deux îles bien différentes qui vont faire ressortir le vert de la nature. Et on va commencer à parler de ça avec Gore Verbinski. Gore Verbinski est le réalisateur de la trilogie et je vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, mais il faut quand même rajouter certains trucs. Déjà, il y a une vraie volonté de faire un film beaucoup plus sombre. La scène d'introduction est vraiment beaucoup plus lugubre que l'ambiance du premier Pirates des Caraïbes. On est sur des nouveaux méchants, une condamnation à mort, des couleurs aussi beaucoup plus sombres, qui se rapprochent même des films d'horreur, avec de la torture, des squelettes et des visions assez horrifiques. C'était vraiment la volonté de Verbinski d'avoir un début de film assez sombre, parce que le film en soi est assez sombre, même si ce sera l'une de mes critiques par rapport à ce film, mais on en parlera après. Pour pas répéter ce que j'ai dit non plus la semaine dernière, c'est vrai que c'est un film qui sera beaucoup plus maîtrisé niveau mise en scène, je trouve, parce que pour le coup, Gore Verbinski va mieux utiliser la caméra quand il s'agit de mouvement. Quand vous êtes sur un bateau, la caméra va bouger au rythme du bateau, ce qui rendra l'immersion beaucoup plus importante. Et pareil pour les scènes d'action, elles vont bouger au rythme des personnages. Si les personnages vont être dans une sorte de mouvement rotatif, la caméra aura aussi ce même mouvement. Du coup, elle va prendre vraiment le rythme des scènes d'action. Et je trouve que c'est beaucoup plus dynamique et on se concentre beaucoup moins sur les objets et les décors. Le premier Pirates des Caraïbes, c'était vraiment un personnage, un objet, un décor. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a toujours de l'action par rapport au décor, mais cette fois-ci, c'est beaucoup moins concentré sur les objets et beaucoup plus sur l'environnement. Les personnages vont beaucoup plus interagir avec l'environnement, c'est-à-dire sauter sur des bâtiments, être sur leur navire ou même être dans des roues. Bref, il y a plein de choses différentes. C'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus immersif. Et donc, il y a aussi ce côté horrifique qui revient souvent, qui est contrasté par les couleurs très vertes du film. Et c'est vrai que le côté horrifique est magistralement réalisé par Verbinski parce que ça fait film d'horreur. La première apparition de Davy Jones est absolument phénoménale parce que tu as l'impression d'être dans quelque chose de complètement différent. Le problème que je vais avoir avec ça n'est pas lié à la mise en scène, mais plutôt lié au scénario, parce que du coup tu auras des scènes horrifiques et de l'autre côté tu auras des scènes beaucoup trop joyeuses, et quand les deux se mélangent, au final c'est la joie qui gagne, et le fun et l'humour, et ça sera donc ma plus grosse critique par rapport à ce film, mais on en parle juste après. Donc réalisation, il gère parce qu'il arrive à montrer les couleurs et le côté sombre, mais il a aussi beaucoup plus travaillé la composition des cadres et surtout la place des personnages dans le cadre, parce que pour le coup les personnages seront beaucoup plus minuscules quand il s'agit de grandes étendues vertes, et on va voir que les personnages sont ridicules comparés à la taille du monde, et c'est ça qui va les rendre impressionnants au final. C'est lorsqu'un personnage va occuper tout le cadre, on saura que c'est lui la personne importante dans l'histoire. Et il y a aussi deux transitions que j'ai beaucoup aimé, une avec un chapeau qui montre le passage du temps et la distance parcourue, et l'autre avec une robe qui montre le passé perdu et sans retour du personnage. Et j'ai aussi beaucoup aimé le choix de Verbinski de ne pas montrer le monstre jusqu'à la fin du film et de garder la surprise. Il y a aussi des éléments que j'ai beaucoup aimé par rapport au film, c'est le côté plus documentaire de Tortuga, c'est-à-dire qu'il y aura des interviews face caméra de certains
certains personnages pour vraiment répondre à des questions du personnage principal, et ça va vraiment donner de la vie au monde, et je trouve que c'était un bon choix de mise en scène, parce que t'as l'impression que ces pirates s'adressent directement à toi, et ça marche à merveille. Et pour parler des personnages, sans répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, j'adore les nouvelles introductions de personnages, que ce soit le seigneur qui est là, qui va constituer la menace de The East Indian Company. Ça va permettre vraiment de beaucoup plus ancrer l'histoire dans une réalité historique, parce qu'on sait très bien que cette entreprise-là avait une armée, et c'était l'entreprise la plus puissante du monde à l'époque. Ça symbolise vraiment le méchant avec de ressources illimitées et avec le soutien de l'empire colonial. On aura aussi Davy Jones évidemment qui sera magistralement introduit, parce qu'on va donc introduire ses faiblesses et ses motivations, et en même temps on aura un super jeu d'acteur de Bill Nighy qui va le jouer avec une manière assez surprenante au final, parce que lorsque tu vois un méchant comme ça, t'as l'impression qu'il va avoir une voix grave et il va être vraiment super sérieux. Au final il est super sérieux, mais il a un accent vraiment particulier et il a une intonation de voix assez spécifique. Du coup ça le rend beaucoup plus mémorable qu'un méchant qui était bien fait en effet numérique. Sa personnalité, je trouve qu'elle est absolument géniale, et Bill Nighy a fait un travail fantastique. Je trouve vraiment que sa voix le rend beaucoup plus mémorable que ses effets spéciaux, et l'introduction en mode film d'horreur presque cauchemardesque est géniale, parce qu'on te l'introduit comme un gros méchant de film d'horreur, mais en même temps on t'introduit comme quelqu'un de fragile et comme quelqu'un que tu comprends très rapidement. Donc les méchants dans la saga Pirates des Caraïbes, ils ont toujours été réussis, et je trouve que celui-ci est absolument parfait, parce que pour le coup, vu qu'il n'a pas le même passé avec Jack Sparrow comparé à Barbossa, lui n'entend pas ce que Jack Sparrow dit et il s'en fiche. Il préfère le tuer plutôt que d'entendre ses balivernes. Et je trouve que la sorcière a été vraiment bien introduite dans le film. On sait bien qu'elle aura une place plus importante par la suite, mais là pour le coup elle était suffisamment importante, et ça reste une introduction parfaite au monde magique du film. Et les personnages ont vraiment bien évolué. Will Turner n'est pas le même à la fin du film, il s'est vraiment lié à son passé et il a changé. Jack Sparrow devient une meilleure personne, et Elizabeth renonce à sa vie d'avant de manière définitive. On a une vraie évolution de personnage que j'aime beaucoup, et même Norrington aura une place beaucoup plus importante dans le film. Ce que j'ai dit sur les acteurs la semaine dernière s'applique encore aujourd'hui, il n'y a pas eu d'amélioration, on est sur exactement le même jeu d'acteurs. Alors j'aime beaucoup le fait qu'ils ont encore une fois plus développé l'univers du film, avec la East Indian Company par exemple, et les tarifs et les obligations et tout ce qu'ils ont comme puissance. J'aime aussi la magie qui a été introduite par la sorcière et par Davy Jones. On retrouve encore ce côté aventure, ce côté chasse au trésor qui est beaucoup plus plaisant. Il y a beaucoup moins le phénomène de liberté dans le film. Là on est plus focalisé sur une histoire de bien et de mal, ce que je regrette un peu au final, parce que j'aimais beaucoup le côté aventure, le côté vraiment liberté maritime, qu'on a beaucoup moins dans ce film, mais c'est compréhensible parce que là on veut faire une trilogie, et pour conclure une trilogie, il faut évidemment avoir un bon et un méchant, du moins dans une trilogie de Disney. Du coup c'est beaucoup plus manichéen, même si encore une fois on peut comprendre les méchants du film. Donc pour le coup il y a peut-être une petite déception de ma part que ce soit beaucoup moins magique et beaucoup moins maritime qu'à l'époque, mais c'est pas une grosse critique, parce qu'au final de l'autre côté ils ont vraiment réussi leur méchant. J'adore le design de tous les méchants, et j'adore vraiment l'ambiance qu'ils ont créée dans ce film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment utilisé le mythe de Jack Sparrow de manière intelligente. On le voit très bien parce que le mot capitaine a une importance vraiment primaire dans le film. Ce mot-là que Jack Sparrow utilisait avec beaucoup de fierté va lui causer tous les problèmes du film. Et de manière générale, le film aura de bonnes idées comme ça dont je parlerai en spoiler. Mais c'est vrai que la mauvaise idée du film, je trouve que c'était la romance entre Jack Sparrow et Elizabeth qui sort un peu de nulle part. Tu comprends un peu pourquoi elle existe, mais c'est vrai que les personnages essaient de la justifier aussi avec du dialogue. Jack Sparrow pense qu'Elizabeth est attirée par lui parce que Jack Sparrow symbolise la liberté qu'Elizabeth veut plus que tout. Mais c'est pas réellement ce qu'elle veut, c'est pas comme ça qu'elle symbolise la liberté, c'est pas à travers Jack Sparrow mais à travers Will, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est sorti de nulle part plus qu'autre chose, et c'est vraiment une mauvaise idée je trouve. Et au fait elle est juste là pour excuser la grosse facilité scénaristique de la fin, parce que sans cette romance là, le film n'aurait pas eu la même conclusion. Mais au final t'as juste l'impression que la romance est forcée pour donc excuser cette fin de film. En tout cas pour parler des thématiques, c'est vrai qu'on est dans un film beaucoup plus manichéen, mal contre bien, mais j'aime aussi beaucoup la thématique de l'indigène. On voit donc ces nombreux indigènes qui se font attaquer par des coloniaux. Au final c'est ça, c'est des gens qui arrivent d'un autre pays, d'une autre civilisation, qui arrivent sur leur île en essayant de récupérer leur trésor, et on voit bien que c'est une thématique et peut-être une critique du colonialisme, avec ces gens de pays plus avancés technologiquement qui viennent leur causer des problèmes alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est clairement une critique de ce système colonial. Et j'aime aussi beaucoup le fait que le désir et la liberté sont revenus en force en tant que thématique. D'un côté le désir de Jack Sparrow avec ce fameux compas, et de l'autre côté le désir de tous les personnages qui ont tous une volonté dans le film, et ils vont tous s'entrechoquer et vont causer tous les problèmes liés au scénario. Et c'est là qu'il y a une force du film, c'est que le désir de chacun n'est pas compatible avec le désir de l'autre, et ça crée vraiment toutes les frictions et tous les problèmes du film. Donc ça pour le coup c'était plutôt bien géré. Ensuite on arrive sur l'humour encore très lexical, l'humour de logique, avec Jack Sparrow qui va faire ses fameux gestes et donc critiquer un peu les phrases
place des autres. C'est le même humour que dans le premier film. Et cette fois-ci, comme pour les problèmes du film, on utilise un humour lié au passé des personnages. Encore une fois, il y aura beaucoup d'humour sur les pirates du Black Pearl et aussi sur le chapeau de Jack, qui va être utilisé comme élément d'intrigue, mais aussi comme élément humoristique. Et les deux pirates sont de retour pour faire des blagues à tout va. Tu sais bien qu'ils sont de retour juste pour faire des blagues, parce que le public les a bien appréciés dans le premier film. Malheureusement, je trouve que l'humour était un peu de trop dans ce film, surtout dans les scènes d'action qui sont complètement dédramatisées. On va mettre les personnages dans des situations qui détruisent les lois de la physique pour de l'humour, pour faire rigoler plus qu'autre chose. Des fois, ça permet d'avoir des scènes d'action qui sont vraiment bien foutues et divertissantes, mais dans la majorité des cas, tu vois que les scènes d'action sont là pour faire rigoler plus qu'autre chose et je trouve ça dommage. On se rapproche vraiment de l'humour Marvel qu'on connaît aujourd'hui et ça se voit que c'était déjà prévu chez Disney. Et je trouve ça décevant que la majorité des scènes d'action sont là pour faire rigoler qu'autre chose, parce que dans le premier film, c'était pas le cas. Oui, les scènes d'action faisaient rigoler parce qu'il y avait une bonne utilisation des scènes d'action, mais elles étaient avant tout divertissantes et elles faisaient avancer les personnages dans leur quête. Là, on en parlera en spoiler, mais t'as des scènes complètement ridicules. Et en plus de ça, des fois, t'as des musiques de cirque qui n'aident pas du tout la crédibilité de la situation. Ensuite, il y a encore une fois pas mal de facilité scénaristique avec le fameux chapeau de Jack qui revient et qui sert à l'intrigue de manière assez magique. Le chapeau, on dirait que c'est un détecteur pour une certaine créature, tu sais pas pourquoi. Au moins, les personnages se font assommer pour des raisons logiques dans ce film-là, contrairement au premier. Et je trouve que ça défie les lois de la physique de manière un peu trop extrême, parce que du coup, tu crois pas du tout aux scènes d'action et t'as l'impression qu'ils vont se permettre des trucs complètement ahurissants et ils se le permettent. Mais en tout cas, la musique reste super cool, c'est vraiment du bon travail et je trouve que la fin est assez magistrale parce que ça prépare parfaitement le troisième film. Pour conclure, c'est un film que je trouve moins bon que le premier parce qu'il y a moins cette sensation d'aventure, mais il se rattrape sur beaucoup de choses comme le côté horrifique et les nouveaux personnages et les effets spéciaux, les décors. Tu vois que le budget a été augmenté et ils l'ont vraiment bien utilisé. Le problème que j'ai là, c'est que les scènes d'action, elles sont plus là pour faire rigoler qu'autre chose et c'est un peu dommage. Alors oui, c'est fun, mais t'as pas ce sentiment d'aventure et de divertissement qui fait avancer la quête des personnages via les scènes d'action. Là, t'as des chorégraphies qui n'ont aucun sens et c'est un peu dommage. Dans le premier, les chorégraphies n'étaient pas importantes, mais au moins il y avait un combat entre les deux personnages, au moins psychologiquement. Et là, c'est vrai que beaucoup de scènes d'action sont peu crédibles et font rigoler plus qu'autre chose et c'est dommage. Il y a un vrai désamorçage dramatique dans le film et c'est vraiment une perte à mes yeux. Mais c'est au moins compensé par les excellentes scènes horrifiques et plus sombres. Mais je trouve que ça sauve pas entièrement le film. Parce que des fois, t'y crois juste pas. Certaines créatures qui ont vécu des lustres vont perdre des combats à l'épée contre des personnes qui ont très peu pratiqué l'épée. Enfin bref, il y a plein de facilités scénaristiques et c'est un peu dommage. Et tu vois que l'objectif était de faire rigoler plus que de faire avancer l'histoire. Ceci étant dit, j'aime quand même ce film. Je le trouve très cool et c'est un excellent divertissement et il y a d'énormes fulgurances. Mais je trouve qu'on s'est beaucoup moins concentré sur ce qui était essentiel à l'histoire des Pirates des Caraïbes. Avant de passer en spoiler et de détailler tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. La scène des boules au tout début du film, c'est vrai qu'elle est vraiment bizarre parce que ça défie les lois de la physique. Tu vois que c'est juste là pour faire rigoler, tu vois que personne n'est blessé, je trouve ça un peu facile. Et le pire, c'est qu'ils font deux fois le même coup avec les boules, mais cette fois-ci, ils utilisent une roue. Et pour le coup, la roue, j'ai trouvé ça vraiment bien filmé parce qu'ils utilisent vraiment bien le contexte et les enjeux de la scène. Mais encore une fois, avoir nos personnages qui sont sur cette roue pendant des kilomètres, c'est un peu surréaliste. Et c'est vrai que c'est juste là pour faire rigoler. C'est une scène plutôt bien filmée pour le coup. La roue, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que l'histoire des deux boules au début, j'ai un peu de mal. C'est rigolo, il y a une musique de cirque par-dessus, c'est un peu dommage. Et aussi la romance entre Jack et Elizabeth, j'ai pas cru une seule seconde parce qu'au final tu comprends que Elizabeth veut sa liberté, mais ça c'était l'Elizabeth du premier film. Ce qu'elle veut réellement c'est Will et finir avec. Et au fait cette romance elle justifie le fait qu'Elizabeth va menotter Jack à la fin. Et puis c'est tout. Et t'as toute cette scène où Elizabeth dit à Jack je suis fier de toi. Enfin ça n'a aucun sens, c'est un peu là pour être là et justifier ce menottage. Ils auraient dû trouver une meilleure manière de faire rester Jack sur le navire parce que du coup ça gâche sa scène d'héroïsme parce qu'il revient sur le navire pour sauver les gens. Mais pourquoi il est revenu s'il comptait repartir par la suite? Je trouve ça vraiment illogique. Donc il fallait assumer son héroïsme, il fallait lui dire voilà Jack il va rester sur le navire et mourir avec le Pearl parce que s'il est revenu au final c'est pour sauver les autres et il savait très bien que le Kraken venait pour lui. Donc si t'enlevais la romance et tu rendais Jack vraiment héroïque à la fin, ça aurait rendu le film meilleur et Jack plus intéressant. Parce que du moment qu'il est revenu, il a déjà fait ce pas vers l'héroïsme et il fallait juste le pousser à fond et ça aurait été meilleur. Et en plus beaucoup vont me dire ça aurait gâché le personnage de Jack parce qu'il est pas courageux. Si Jack est courageux depuis le début, il a toujours été héroïque et il fallait le
le montrer avec ce film et son sacrifice. Mais là pour le coup ça gâche un peu son sacrifice parce qu'il fait un sacrifice parce qu'il était obligé et ça rend la fin moins marquante qu'elle aurait pu être et moins émouvante aussi. Parce que si Jack serait revenu pour sauver ses amis avant tout, la fin aurait été plus émouvante parce que ça aurait été un sacrifice volontaire alors que là ça allait pas du tout. Ça allait pas entièrement en tout cas et c'est un peu dommage. Je vais pas me répéter, la scène d'introduction je l'ai trouvée géniale avec ces éléments beaucoup plus horrifiques et l'introduction de Jack à nouveau, c'est plutôt cool. La maison magique, j'adore les décors, j'adore le fait qu'on introduise de la magie parfaitement dans le film. La scène avec Davy Jones, je la trouve magistrale avec son accent, sa prononciation, j'adore la manière dont il marche, j'adore les effets spéciaux, je vais me répéter sans arrêt mais c'est extrêmement bien fait. J'adore ces scènes où il joue de l'orgue avec ses tentacules, ils ont vraiment bien utilisé ce personnage et tu vois aussi ses faiblesses avec ce petit cadenas qu'il ouvre parce que ça contient symboliquement son cœur. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce personnage là et c'est vraiment le grand méchant de cette trilogie là et c'est extrêmement bien fait. Et ça marche aussi musicalement parce que je trouve que le thème de Davy Jones est génial. J'adore aussi la manière dont ils ont utilisé le terme capitaine Jack Sparrow, mais ça je l'ai dit auparavant parce que du coup Davy Jones oblige Jack à être le capitaine en lui disant tu t'es toujours introduit en tant que capitaine donc maintenant assume et je trouve ça génial. J'adore aussi ce qu'ils ont fait du personnage de Norrington qui a échoué de retrouver Jack Sparrow qui devient un alcoolique, je trouve ça génial. On le revoit à Tortuga et tu vois que ça reste un mec motivé, j'adore l'acteur, je trouve qu'il fait un super taf. Donc j'ai aimé son retour, j'ai aimé ce personnage et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qu'ils en ont fait. Il est pas là parce qu'il était dans le premier film, il est là et il a une vraie utilité au scénario et il a vraiment une vraie évolution. Et quand je dis que le film avait de bonnes idées, je parle de la scène du fouet entre Bootstrap Bill et Will Turner parce que Bootstrap doit fouetter son propre fils et c'est cool parce que du coup Bootstrap est obligé de faire du mal à Will parce qu'il est devant tout le monde, il peut pas faire des mauvais coups de fouet et d'un autre côté il justifie le fait qu'il a fait des coups de fouet moins mauvais que celui qui allait le faire. Donc j'adore ce qu'ils ont fait avec ça et c'est vraiment le genre de bonnes idées qu'ils ont trouvé dans le film, comme la scène avec les dés. J'adore la scène avec les dés et le sacrifice de Bill. Ça a rendu l'histoire de famille beaucoup plus touchante parce que tu vois que le père ferait tout pour son fils. J'aime aussi l'histoire du compas qui montre le désir et Jack Sparrow qui est un peu tourmenté par son désir, qui sait pas réellement où aller, du coup il regarde son compas, ça va dans tous les sens. Ça renforce encore une fois l'idée du désir parce que le compas représente le désir de l'homme. Encore une fois quand Elizabeth le prend et elle voit le compas dirigé vers Jack, j'y crois pas du tout. C'est un peu dommage et encore une fois un peu forcé je trouve. Mais l'attaque du Kraken est absolument géniale et j'aime le fait qu'ils ont pas donné de la grosse importance tactique à Davy Jones. Davy Jones est réaliste, il est conscient qu'il a un Kraken, il a pas besoin d'aller attaquer un navire et on n'est pas dans la répétition d'un navire qui en attaque un autre. Là on utilise le Kraken, on le montre très bien, il est flippant, il est menaçant, on le voit sous l'eau aussi, il est parfait. Je trouve que c'est une excellente utilisation de ce monstre mythique qui va permettre d'avoir une fin absolument géniale et on se pose des questions sur comment le film va se conclure et comment ils peuvent battre une telle créature. Donc je trouve que la fin du Kraken et même la première fois qu'on le voit est géniale. Ils ont fait un vrai travail là-dessus avec un excellent travail d'effets spéciaux encore une fois et un travail sur la mythologie absolument excellent. Et quand tu finis le film c'est absolument génial parce que tu vois donc ce presque sacrifice de Jack. Tu sais qu'il est pas mort parce qu'il y aura un troisième film avec lui, c'est une évidence, mais le retour de Barbossa est super cool parce qu'il va venir remplacer Jack et c'est ça qui est fort. Donc je trouve qu'ils ont un vrai bon film qui connecte le premier et troisième film. Cependant il aurait pu être un peu mieux fait, il aurait pu avoir moins d'humour et un peu changer cette romance qui sert à rien. Surtout qu'à la fin Will voit le baiser entre Jack et Elizabeth, bon c'est un peu dommage. En tout cas, ça reste un film que j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré le revoir. Je n'étais pas du tout déçu et je me rappelle encore une fois de ce film comme dans mes souvenirs. Et j'ai hâte de revoir le 3 parce que le 3, j'ai dû le voir une ou deux fois et je m'en rappelle plus trop, mais on en parlera sur la chaîne dès qu'on peut. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.